Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre émission Grand Tambour. Pour le numéro d'aujourd'hui, l'honorable sénateur Augustin Matata Mponyo répond aux questions de Nana Madeleine Mbungu. Nous sommes dans la ville portuaire de Matadi. Honorable sénateur Augustin Matata Mponyo, vous êtes le visionnaire et leader du LGD, Leadership, la gouvernance et le développement, présent à Matadi. Et dans le cadre de votre séjour, nous avions été surpris de vous voir à travers les rues. Vous promenez un homme libre. Et donc, pour plus d'un Matadien, c'était étonnant. C'était étonnant, franchement. Pour ceux qui nous suivent à la télé, ils sont en train de voir les images. Et ceux qui nous suivent à la radio, nous vous informons que l'honorable sénateur Matata, des séjours à Matadi, a surpris le Matadien en circulant dans la rue. Qu'est-ce que vous êtes dit en sortant de l'hôtel où vous logez? Bien, Madeleine, merci beaucoup pour cette question. Et je dois vous dire en toute sincérité que je crois au dialogue entre les dirigeants et le peuple. Et je crois à la communion entre les dirigeants et le peuple. Et ça a toujours été ma méthode de travail. Et la meilleure façon de prélever la température de la population, c'est d'aller vers la population de manière tout à fait spontanée et d'échanger avec cette population, de l'écouter et à la limite de poser des questions et de les laisser aussi poser des questions. Et c'est cet exercice que j'essaie de faire. Et vous voyez, du coup, on a prélevé le véritable sentiment, la véritable température de ce que la population pense. Et ça, c'est très important à mon avis. Un homme politique ne peut pas être déconnecté de la population. Quelles que soient les questions de sécurité dont on peut se prévaloir, mais je crois que la population en elle-même, elle est inoffensive. Et ce qu'elle souhaiterait d'ailleurs, c'est d'entrer en contact. Et vous avez vu quelle était la joie de tous ces bas peuples, les vendeurs des tomates, les vendeurs des poissons, et ces mécaniciens, ces changeurs de monnaie, ces vendeurs dans des magasins. Bon, bref, j'ai cherché une communion avec la population et je l'ai eu et je suis très content et je pense que la population en était aussi contente. Voilà, tout le monde n'a pas eu l'occasion de vous rencontrer, de vous parler dans cet exercice. Alors, l'objectif de votre présence dans la province? Bon, écoutez, ma présence dans la province a des aspects principaux. Et le premier, c'est de continuer à sensibiliser la population à voter. Et, parce que vous savez, avec tout ce qui s'est passé en 2018, beaucoup de gens qui n'étaient pas élus se sont vus proclamés. Et la population, une bonne partie de la population était déçue de voir des gens qu'elle a voté ne pas être proclamés. Mais comme je l'ai dit, qu'un cultivateur ne se décourage jamais lorsqu'il a fait une mauvaise récolte, voyez-vous. Donc il doit continuer toujours à planter. Et je crois que ceci est très important parce que si le peuple veut avoir des dirigeants qu'il mérite, il doit aller voter. Deuxièmement, on a sensibilisé la population à veiller à ce que les résultats du vote ne soient pas trichés. Et pour ça, la population doit se choisir certaines personnes qui vont veiller au comptage et qui vont veiller à ce que les résultats obtenus sur base du PV ne puissent pas être tronqués, ne puissent pas être falsifiés. Et ça, ça nécessite une surveillance assidue. Et ce que le peuple veut, personne ne peut le lui arracher. Et dans le cas d'espèce,
On prend la photo par le téléphone des PV et on fait la sommation. Et s'il y a une justification contraire, le peuple est à mesure de pouvoir, disons, donner le vrai résultat, parce que le peuple était là, le peuple a des preuves de ces résultats. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'était de pouvoir communiquer mon programme. Alors, tout le monde le sait, je suis le candidat numéro 22 à la présidentielle, et je suis un candidat du bilan. Moi, je ne viens pas offrir des rêveries. J'ai un programme qui vise notamment la stabilité du taux d'échange, la stabilité macroéconomique, les prix intérieures. Vous le savez, tout le monde connaît que pendant 7 ans, j'ai stabilisé les taux de change en 900-920 francs congolais, les dollars américains, ce qui est exceptionnel. On n'a jamais vu ça depuis 1960. Et après mon départ, on a vu comment les taux d'échange est en train de fluctuer. Et ça, c'est quelque chose qui relève de la mémoire des Congolais. Les Congolais savent que quand j'étais ministre des Finances, quand j'étais Premier ministre, le taux d'échange est resté stable. Et ce n'est pas une magie. Et vous savez, dans la rue, ici à Matadi, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais. Mais ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est le travail sérieux. C'est l'effort de la discipline dans la gestion des finances publiques, dans la gestion des fonds de tous les Congolais. Je me suis battu pour que la gestion des finances publiques soit rigoureuse. Et les résultats, c'était que les prix intérieurs étaient stables, les prix des biens et services étaient stables, et les taux d'échange étaient stables aussi. Et ça, je crois qu'on peut le faire. Et ça, c'est à l'avantage de toutes les couches de la population. Que vous soyez vendeuse de légumes, que vous soyez quado, que vous soyez cultivateur, que vous soyez une maman vendeuse de tomates, vendeuse de fumbois, vendeuse, je ne sais pas, de quoi que ce soit, vous bénéficiez de la stabilité du taux d'échange, parce que c'est un élément clé. Même un enseignant, il en profite. Et ça, je crois que le programme économique, le projet de société de M. Matata vise à pouvoir rétablir cette stabilité du taux de change dont tout le monde a besoin. Stabiliser les prix des biens et services, ça tout le monde en a besoin. Mon programme vise aussi à garantir la paix et la sécurité. Voyez-vous, madame, aujourd'hui, vous entendez à l'est du pays, il y a une partie du territoire congolais qui est pris par... une partie du territoire qui est prise par l'M23 et par les étrangers. Et je crois que mon programme vise aussi à rétablir la paix et la sécurité. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, on a bouté l'M23 dehors en 2013 avec une organisation, un leadership intérieur du pays. Donc la paix et la sécurité peut être aussi rétablie par... Notre programme aussi, c'est la relance économique. Vous avez vu, quand nous étions au Premier ministre, Madame la journaliste, Mesdames, Messieurs les journalistes, vous avez vu comment on a relancé la croissance économique. On a fait des réformes. Ce pays a été publicité par le Fonds monétaire international comme parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde. Aussi publicité comme parmi les 10 meilleures économies réformatrices au monde. Et la RDC commençait à soulever les espoirs. Tout le monde disait, cette fois-ci, la RDC est sur la bonne voie. Et on invitait le Premier ministre Matata dans des grandes universités en Afrique, dans des grandes conférences pour dire, dites-nous quel est le secret de votre gestion, parce qu'on sent que cette fois-ci, la RDC est sur le chemin de l'émergence. Mais depuis que je suis parti, la RDC a quitté les chemins de l'émergence. Voilà, madame, le message que j'avais apporté auprès de la population. Merci. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez vu ces hommes et ces femmes vous embrasser, et cette complicité entre le sénateur Matata qu'on voit à la télé, l'ancien Premier ministre qu'on a connu avec le taux d'échange, sur terrain, dans la rue, qu'est-ce que ça vous a fait, ces contacts avec la population? Bon, d'abord, vous savez, je suis congolais.
Et laissez-moi vous dire, je suis né dans une famille extrêmement pauvre. Hein. Je ne suis pas un Congolais qui est né dans la bourgeoisie ou un Congolais qui est né dans la classe moyenne. Ma mère ne sait ni lire ni écrire, mais je l'aime beaucoup. Et c'est une femme qui a préparé la boisson locale pour m'acheter des culottes, acheter les babouches. Mais je suis très heureux de la voir. Elle a produit un docteur en économie, un professeur d'économie, un premier ministre. Chaque fois quand je la vois, je lui parle de ça et je vois qu'elle est heureuse de voir ça. Une femme qui a perdu la blancheur de ses yeux, a préparé la boisson locale, mais avoir produit un premier ministre. Donc ça, je peux vous dire que je suis issu d'une famille extrêmement pauvre. Et l'exercice que je fais, c'est toujours de ne pas oublier que je suis un produit issu de la pauvreté. Et quand vous me voyez communier avec la population, descendre à Tingini, descendre à Boma, à Mwanda, à Tchela, aller au marché, je le fais depuis toujours. Même quand j'étais Premier ministre, j'allais manger les arachides avec les mamans. Ceci pour dire que j'ai une joie. J'ai une joie d'aller voir ce qui me ressemble en réalité. Parce que quel que soit le niveau que j'ai atteint, vous savez, j'ai conseillé 3 présidents de la République. 3, après avoir été Premier ministre. Mais ce n'est pas que moi j'allais m'efforcer et m'appeler pour dire, venez aussi nous dire les secrets. Et donc, voyez-vous, madame, qu'est-ce que je ressens? Un sentiment de plaisir, un sentiment de joie, d'aller vers ce qui vous ressemble. Et vous avez vu, et aussi, ils disent, ah, mais c'est le Premier ministre. Il y en a même qui disaient, mais cravate rouge, mettez votre cravate rouge, parce que nous sommes habitués à vous voir avec votre cravate rouge. Vous voyez, chemise blanche. Et donc, ça veut dire qu'ils auraient souhaité aussi me voir tout près d'eux, et quand ils me voient, et ils sont contents. Et vous avez vu comment ils se sont exprimés, ils me saluaient, ils voulaient que je leur donne la main. Moi aussi, j'allais vers eux, je leur donnais la main. Et je pense que le secret d'un chef, c'est de quitter là où les institutions le placent très haut, de descendre très bas pour communier avec ceux sans lesquels il ne serait pas chef, voyez-vous. Vous ne serez pas chef s'il n'y a pas le peuple. Mais vous ne pouvez pas ne pas aller vers le peuple pour que le peuple sente aussi que vous êtes avec eux. Je suis candidat président, mais je ne serai pas élu par moi-même. Je serai élu par ce bas peuple. C'est vrai, faire des meetings et tout ça, et ils vont venir, ils vous voient de très loin. Mais faire comme je le fais, aller vers eux, leur dire que je suis avec vous. Et je pense que, en un mot, j'ai senti une joie en communiant avec la population, dans la simplicité totale, sans protection. Voyez-vous, je n'avais pas de protection, et je savais que la population ne peut rien faire contre moi, mais la population était plutôt contente de partager, et vous voyez, tout le monde disait, ah, taux d'échange, taux d'échange, taux d'échange. Donc, ils me connaissent, et moi, j'étais très heureux de passer de très beaux moments, et rassurez-vous, je l'ai fait à Boma, je l'ai fait à Tsingini, et je l'ai fait aujourd'hui ici. Je vais continuer à le faire partout. Vraiment, c'est surprenant, bien sûr, et nous pensons que dans cette complicité, ça vous a motivé. Mais je voudrais quand même poser cette question de savoir est-ce que le sénateur Matata n'a pas eu peur d'entrer au Congo central avec tout ce qu'il y a eu comme rumeur, voilà, la situation du port, la crise socio-économique, tout ce qui a été dit, ça vous a pas fait peur? Ou le fait même d'aller dans la rue, aller vers cette population, c'était une manière pour vous de jauger un peu ce qui s'est dit et ce que vous devez vivre personnellement sur le terrain. Oui, Madeleine, vous avez totalement raison. Et vous savez, la vérité est têtue. Et quand vous n'avez rien fait, vous avez ce qu'on dit la paix du cœur, la liberté. J'étais en Guinée-Conakry lorsqu'on m'a traduit en justice. Et tout le monde de Kinshasa, de la RDC m'appelait, me disait de ne pas rentrer parce que si vous rentrez, on va vous mettre en prison. Les autorités guinéennes m'ont aussi demandé de rester
pour pouvoir continuer à travailler. Mais j'ai refusé, j'ai dit, je ne me reproche rien. J'ai passé 7 ans au pouvoir comme ministre des Finances, 2 ans et 5 ans comme Premier ministre. J'ai refusé de voler $1 du trésor public. Je n'accepterai pas d'être condamné par défaut pour avoir détourné les fonds. J'ai dit, je préfère être en prison avec ma conscience tranquille que d'être libre comme conseiller du président avec ma conscience chargée, parce que dans l'entretemps, on aura prouvé au peuple congolais que j'ai fonctionné comme tous les autres Congolais. Ça, j'ai refusé. Et quand je suis rentré, et je crois qu'aujourd'hui, je suis libre, et je vais battre ma campagne avec toute liberté. Donc, je n'avais pas peur d'aller vers la population du Congo central. Madeleine, laisse-moi vous dire, vous pouvez croire que votre maman n'a pas étudié, elle est bête, vous vous trompez. Parce que Dieu, en créant l'homme et la femme, Dieu a mis en homme et en femme le bon sens. Le bon sens. Vous êtes en mesure, sans avoir été à l'université, de savoir si ceci est bien, ceci est mauvais. Tout le monde sait que M. Matata n'a pas volé. Mais pourquoi est-ce que moi je dois avoir peur de circuler dans la rue? Parce que tous les gens du Congo central savent que je n'ai pas volé. Et les autorités même du pays disent que je n'ai pas volé. Mais tout le monde sait aussi que ma souffrance, c'est de n'avoir pas adhéré à l'Union sacrée. J'ai refusé. Les demandes ont été faites. Mais j'ai refusé d'entrer à l'Union sacrée parce que je ne crois pas en l'Union sacrée. Et donc, je suis libre et donc je sais que la population congolaise le sait aussi, que je n'ai pas volé de l'argent, j'ai géré ce pays, les finances publiques de manière tout à fait sereine. Je sais aussi, Madeleine, parce que vous avez posé la question, que la population est consciente que lorsque un Premier ministre prend la mesure de limiter l'importation des véhicules d'occasion à 10 ans, c'est pour le bien de la population. Regardez l'exemple de cette maman qui est partie prendre ses enfants à l'école pour les ramener à la maison et dont le véhicule vieux de 20 ans, le 207, les a conduits dans une petite rivière, Kalamu, où maman et ses enfants sont décédés. Est-ce que cette maman a commis un péché d'entrer dans un bus accepté par les autorités congolaises et de payer l'argent? Donc, elle a payé pour mourir, elle et ses enfants. Je pense qu'il faut être irresponsable pour continuer à autoriser des véhicules de cette nature qu'on appelle des cercueils roulants. On les appelle les cercueils roulants. Quelle est cette autorité? Est-ce que vous, Madame Madeleine, tel que vous êtes là, vous avez votre fille, on vous dit que ce véhicule-là, quand il va partir, il va tomber dans la rivière et tous ceux qui sont dedans vont mourir. Vous allez accepter de mettre votre enfant dans ce véhicule? Vous n'accepterez pas. Or, c'est ce qui se fait. Dans combien de pays africains on interdit l'importation des véhicules vieux de 10 ans? Mais je peux vous citer les pays africains. Ils sont nombreux. Mais nous sommes aussi un pays africain. Pourquoi est-ce que nous devons continuer à autoriser? Vous savez, Madame Madeleine, soyez très très prudents. Parce qu'il y a certains politiciens qui sont incapables de faire du bien aux Congolais, et plus particulièrement certains politiciens du Congo central qui sont incapables de faire du bien aux fils et filles du Congo central, qui trouvent chaque fois une occasion pour justifier leur incapacité à faire quelque chose du bien aux filles et fils du Congo central. Ils ne savent pas vous dire que sous mon gouvernement, nous avons initié un projet prometteur pour le Congo central. L'usine de production des engrais chimiques. Usine construite totalement, principalement par les fonds publics, en partenariat avec une entreprise sud-africaine. Pour prendre le phosphate qui se trouve dans la terre du Congo central, dans le voisinage de Boma, et produire des engrais chimiques, non seulement pour relancer l'agriculture dans les Mayombe et dans les bas fleuves, mais aussi pour exporter l'engrais
dans le continent africain. Ce projet-là n'avance pas à cause des coups bas des opérateurs politiques congolais. Ça, ils ne peuvent pas le dire. Mais l'usine a été construite et totalement finie sous le leadership de notre gouvernement. Si vous leur posez la question, ils ne vous diront pas. Deuxièmement, Madame Madeleine, mais ils ne savent pas vous dire que lorsque Matata est parti, un autre décret a été signé par les successeurs de Matata pour déplafonner la durée de vie des véhicules exportés à 20 ans. Mais c'était 5 mois après mon départ. Comment est-ce qu'on peut justifier jusqu'aujourd'hui le problème du port de Boma à quelqu'un dont le décret a déjà été abrogé? Donc ce n'est pas vrai. Je crois que vous qui êtes le porteur de voix de ceux qui n'ont pas de voix, vous qui êtes les représentants du 5e pouvoir, la presse, vous avez cette obligation morale et professionnelle de pouvoir dire, M. Matata a plutôt posé des actions en faveur du développement et du bonheur du peuple du Congo central, du peuple de Matadi, du peuple de Boma, du peuple de Tchela, du peuple de Mwanda, ainsi de suite. Je crois, à mon avis, si nous voulons que le peuple Congo soit réhabilité dans son bonheur, soit réhabilité dans son respect, son honorabilité, ce n'est pas en favorisant l'importation de vieux véhicules, c'est en favorisant l'industrialisation du Congo central. Congo central a des richesses inouïes. Les sites d'Inga, c'est une richesse inouïe. Les plages de Mwanda, c'est une richesse inouïe. Le réservoir pétrolier, c'est une richesse inouïe. Le tourisme potentiel du bas fleuve avec le premier président de la République de ce pays, c'est une richesse. La ville de Boma, qui est l'origine même de la République démocratique du Congo, c'est une richesse. Rien que le tourisme peut constituer une source de richesse. Vous savez, madame, des pays comme la Tunisie, là, tout ça, plus de 33% des richesses, des revenus proviennent du tourisme. Quel tourisme il y a qu'on ne peut pas trouver ici au Congo central? Donc, moi, je pense que nous sommes là pour le renouveau du Congo central. Nous voulons que le Congo central retrouve son destin de grandeur. Que le Congo central apporte sa contribution, non seulement à la RDC, mais à l'Afrique tout entière. Parce que le courant de Inga peut éclairer l'Afrique tout entière. Le courant de Inga peut éclairer le sud de l'Europe. Le courant de Inga peut éclairer une partie du Moyen-Orient, les Dubaï, ainsi de suite. Mais madame, le leadership de qualité, la gouvernance de qualité, mais on fait de Inga le centre de rayonnement de l'ensemble du continent africain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que le peuple Congo comprend ça? Que le rayonnement de l'Afrique dépend aussi de leadership et de gouvernance au Congo. Je vais terminer. J'étais conseiller du président Alpha Condé en Guinée-Conakry. Dans son cabinet, on me montre un tableau pour dire que pour que le potentiel minier de la Guinée-Conakry à plus de 5 heures de vol du Congo, ce potentiel-là, pour qu'il soit mieux développé, de manière optimale, il faut de l'électricité de Inga. J'ai vu une ligne rouge qui quitte Inga jusqu'en Guinée. Madame, est-ce que le peuple Congo, congolais comprend les dons de Dieu à ce peuple? Est-ce qu'il comprend ça? Vous pouvez vous imaginer qu'en Guinée-Conakry, on connaît Inga. Voilà notre volonté, voilà notre rêve. C'est de rendre ce potentiel une réalité. Rétablir le destin des grandeurs du peuple du Congo central. Voilà. Merci bien, Excellence. Voilà, alors nous pensons que bien d'autres opportunités seront là pour que nous puissions aborder d'autres questions d'actualité. Et on a encore le temps, 1 mois prévu pour la campagne. J'espère que vous reviendrez dans la province
sinon même de loin, vu l'immensité plutôt de la RDC, peut-être même en ligne, les Bomatraciens, le Matadiens, les peuples Congo. Nous aurons tous à vous suivre. Alors avant de nous séparer, un mot à l'endroit de tous ceux-là qui nous ont suivis à travers le média. Ben écoute, merci beaucoup Madeleine. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous et à travers vous, d'échanger avec la population du Congo central. Tout ce que je voudrais leur dire, merci pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé lors de mon séjour, en tout cas à Mwandan, à Boma, dans les Tchéla, aujourd'hui à Matadi et demain dans les autres parties qui restent. Moi, je suis content, j'ai compris le message du peuple Congo qui veut que les taux d'échange deviennent stables, qui veut que les prix deviennent stables, comme à l'époque où j'étais au gouvernement, que la bancarisation soit renforcée parce qu'elle est en train d'être diluée. Mais en fait, en un mot, le peuple Congo veut retrouver son bonheur et je crois que nous allons tous travailler là-dessus. J'invite le peuple Congo à aller voter le 20 décembre et d'aller voter non pas avec les éléments des campagnes des uns et des autres, mais avec les cœurs, avec la raison, avec la tête, parce que nous voulons tous que ces dons de Dieu, ces dons de nos ancêtres, qui est la RDC, qui est la province du Congo central, puissent retrouver le destin de grandeur. Et donc, allons voter utile le 20 décembre. Allons voter le rétablissement de l'honneur, le rétablissement du respect du peuple Congo, le rétablissement du bonheur du peuple Congo. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple Congo. Merci, qu'il vous bénisse aussi. Voilà. Merci. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis.